Alors, le fondateur de l'islam a-t-il vraiment existé? La question, c'est vrai, peut paraître un peu provocatrice, mais elle est au cœur d'un débat historique absolument passionnant. Aujourd'hui, on va plonger dans les plus anciennes preuves non musulmanes pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Mais attention, avant de sauter à pieds joints dans le 7e siècle, petite pause. Comment fait-on, en tant qu'historien, pour prouver que quelqu'un a bien existé? Quels sont les outils pour séparer ce qui relève du mythe et ce qui relève de la réalité? Bon, le point de départ de toutes ces discussions, c'est un argument avancé par l'école de pensée dite hypercritique. Leur thèse est assez simple. Ils pointent un silence quasi total dans les sources pendant les 50 ans qui suivent 632, la date traditionnelle de la mort de Mohammed. Pour eux, c'est simple, pas de preuves, ça veut dire absence de personnages historiques à cette époque. Alors, voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va se pencher sur ce défi hyper critique. Ensuite, très important, on va définir notre méthode. Puis, on partira à l'écoute des murmures du 7e siècle, on examinera les preuves matérielles, et à la fin, on essaiera d'assembler toutes les pièces du puzzle. Allez, on commence par le cœur du sujet. Quelle est précisément la thèse de ceux qui doutent de l'historicité de Mohammed, telle qu'elle est racontée traditionnellement? En gros, leur raisonnement est structuré. S'il n'y a pas de mention claire et immédiate après 632, alors on est en droit de douter. L'idée derrière tout ça, c'est que la figure de Muhammad aurait pu être une sorte de construction politique tardive, créée pour donner une origine divine à un nouvel empire. Bon, c'est un argument, mais pour pouvoir l'évaluer correctement, il nous faut une méthode. Parce qu'en histoire, attention, toutes les preuves n'ont pas la même valeur. Il y a une sorte de hiérarchie, un classement, pour savoir ce qui est le plus fiable. Et voici ce cadre, cette grille de lecture des historiens. Tout en haut de la pyramide, le plus solide, le niveau 1, c'est le matériel. Une pièce, une inscription dans la pierre. Juste en dessous, niveau 2, les témoignages de l'époque. Et surtout ceux des observateurs extérieurs, voire des ennemis, parce qu'ils ont moins de raisons d'enjoliver la réalité. Tout en bas, on trouve les traditions orales. Elles sont précieuses, bien sûr, mais ce sont aussi les plus susceptibles d'être modifiées avec le temps. C'est maintenant que l'enquête devient vraiment intéressante. Avec notre grille de lecture en main, on va se concentrer sur les preuves de niveau 2. Qu'est-ce que les non-musulmans ont bien pu écrire juste après les événements? Et là, cette chronologie, c'est la première réponse directe à l'argument du grand silence. Loin des 50 ans de vide, on voit apparaître toute une série de textes qui parlent d'un prophète et de ses disciples. Et ça commence très très tôt, à peine quelques années après 632. Prenez ce premier texte, la Doctrina Jacobi. C'est fascinant. Rédigé entre 634 et 640, il parle d'un prophète vivant qui guide les Sarrasins. Bien sûr, il est qualifié de faux prophète. On est dans un texte polémique chrétien, c'est normal. Mais le plus important, c'est qu'il atteste de son existence et donne même un élément de son message. Et ici, ça devient encore plus précis. En 634, seulement 2 ans après la date traditionnelle de sa mort, ce texte syriaque nomme explicitement un certain MHMD comme le chef des Taïaïez. C'est une mention directe, nominale, et c'est incroyablement précoce. En comparant deux sources externes un peu plus tardives, on voit le portrait qui commence à se dessiner. Le pseudo-Sébéos, vers 660, est plus proche des faits. Il se concentre sur le projet politico-religieux, un marchand qui connaît l'histoire de Moïse et qui unit arabes et juifs. Un siècle et demi plus tard, Théophane ajoute des détails beaucoup plus personnels, biographiques, mais aussi polémiques, comme le mariage avec Khadija ou des crises d'épilepsie. Ah, et juste une petite précision, le mot Taïaïès, c'est simplement le terme que certaines sources syriaques de l'époque utilisaient pour parler des conquérants arabes. Voilà. Ok, on a vu les textes. Maintenant, on passe au sommet de notre pyramide, le niveau 1. On laisse les parchemins de côté un instant et on va voir ce que les objets, la pierre et le métal, ont à nous dire. 685. Cette date, c'est la date clé pour l'école hypercritique. C'est l'année où on frappe la première pièce de monnaie qui porte, de manière indiscutable, le nom de Muhammad. Et détail intéressant, elle n'est même pas émise par le califat officiel, mais par un de ses opposants. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant, c'est ce qu'on trouve sur les pièces frappées avant cette date. Le premier empire arabe ne mettait pas en avant des symboles purement islamiques. Au contraire, on trouve un mélange étonnant. Des croix, des menorahs juives, à côté de bustes de rois perses. Ça dépeint un empire naissant beaucoup plus pluraliste et pragmatique qu'on l'imagine. Et il n'y a pas que la monnaie. Un peu plus tard, à la fin du 7e siècle, les fameuses inscriptions du Dôme du Rocher à Jérusalem viennent graver dans la pierre le nom de Mohammed, posant par la même occasion les bases d'une théologie islamique officielle.
Bon, on a des témoignages écrits, on a des preuves matérielles. Il est temps de rassembler toutes les pièces. Quel portrait de Muhammad émerge si on se base uniquement, je dis bien uniquement, sur ces sources externes du 7e siècle? Alors, premier point qui frappe, un décalage sur la date de sa mort. La tradition la fixe en 632, mais on a vu des textes, comme la Doctrina Jacobi, qui en parlent comme d'un prophète encore vivant en 634. Ça sème le doute, ça suggère qu'il pourrait être mort un peu plus tard. Donc si on fait le portrait robot, on a un homme nommé MHMD, perçu comme un chef militaire et un prophète. Son message est clairement monothéiste, dans la lignée d'Abraham et Moïse, mais son projet semble aussi très concret. Il a bâti une coalition politico-militaire qui incluait des groupes juifs, avec un but précis, reconquérir la terre promise par les armes s'il le fallait. Le point crucial, il est là. Même si ces écrits sont partiaux, critiques, parfois contradictoires sur certains détails, leur simple existence, dès les années 630 et 640, réfute complètement l'idée d'un vide documentaire, d'un silence total. Le silence n'était pas absolu. Il y avait des murmures, puis des voix, qui parlaient bien d'un prophète arabe nommé Mohammed. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Les preuves externes les plus anciennes brossent un portrait qui, sur certains points, diffère de celui de la tradition. Alors, comment naviguer entre les récits de la foi et les fragments que nous livre l'histoire ? C'est peut-être là que réside le véritable défi de l'historien, et finalement notre propre quête pour comprendre.